En été, votre jardin ressemble à du béton craquelé, et au printemps, à un marécage infranchissable? Si oui, il est fort probable que vous ayez une terre argileuse lourde dans votre jardin. On dirait que rien ne peut pousser sur une telle terre à part les mauvaises herbes. Mais ne baissez pas les bras pour autant et ne vendez pas votre pelle tout de suite. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 6 méthodes éprouvées pour transformer cette terre argileuse en un paradis fertile pour vos plantes. Et restez bien jusqu'à la fin, car la dernière astuce pourrait bien vous étonner. Mais avant d'aller plus loin, comprenons d'abord ce qu'est réellement une terre argileuse. Imaginez le sable, de grosses particules avec beaucoup d'espace entre elles. L'eau et l'air y circulent facilement. L'argile, elle, est composée de particules microscopiques et plates qui s'agglomèrent en une masse dense, un peu comme des feuilles de papier mouillées. De ce fait, l'eau stagne, les racines des plantes étouffent et les micro-organismes bénéfiques ne peuvent tout simplement pas y survivre. Mais rassurez-vous, nous allons y remédier. Passons au point essentiel. La méthode numéro 1, c'est la règle d'or pour tout sol argileux. C'est le fondement sans lequel tout le reste fonctionnera bien moins bien. Et c'est l'apport de matière organique. Qu'est-ce que ça signifie? Vous vous souvenez, nous avons dit que l'argile est faite de particules microscopiques qui s'agglutinent en une masse dense et sans vie? Eh bien, la matière organique est ce qui s'intercale physiquement entre ces particules. Elle les empêche de se recoller. Elle crée des pores et des canaux pour l'air et l'eau, afin que les racines de vos plantes puissent respirer et boire. De plus, la matière organique est un véritable festin pour les habitants bénéfiques du sol. Les bactéries, les champignons et nos chers vers de terre l'adorent tout simplement. En transformant la matière organique, ils créent l'humus, la substance la plus précieuse, celle qui rend le sol vivant, structuré et fertile. Que pouvez-vous utiliser? Pratiquement tout ce qui a été une plante. L'idéal est le compost mûr, du fumier bien décomposé, conviendra parfaitement. Attention, pas de fumier frais, sinon il brûlera les racines des plantes. Les feuilles mortes, l'herbe coupée et séchée, la tourbe et même la vieille sciure de bois, à condition de la composter préalablement, fonctionnent à merveille. Comment faire? C'est très simple. Chaque automne ou printemps, étalez une généreuse couche de matière organique de 5 à 10 cm d'épaisseur directement à la surface de vos plates-bandes. Ensuite, incorporez-la délicatement à mi-profondeur avec une bêche ou aérez simplement avec une grelinette. Il n'est pas nécessaire de retourner la terre de fond en comble. La nature et les vers de terre feront le reste du travail pour vous. Imaginez que vous préparez un gâteau. Votre argile, c'est juste de la farine. Seule, elle est dense et insipide. Et la matière organique, c'est les œufs, le beurre et la levure. Tout ce qui transforme la farine en un gâteau moelleux et savoureux. De la même manière, la matière organique transforme l'argile morte en une terre vivante, aérée et fertile. Et passons à la deuxième méthode. Et ici, mes amis, il est crucial d'être extrêmement vigilant, car c'est précisément à cette étape que de nombreux jardiniers commettent une erreur fatale qui ne fait qu'aggraver la situation. Il sera question de l'incorporation de sable. Vous avez sûrement déjà entendu ce genre de mise en garde: ne mélangez sous aucun prétexte l'argile avec du sable, vous obtiendrez du béton pur. Et savez-vous quoi? Il y a une part de vérité là-dedans, mais uniquement si vous utilisez le mauvais type de sable. L'erreur majeure consiste à utiliser du sable de carrière fin et poudreux. Ces particules sont si minuscules qu'au lieu d'aérer l'argile, elles obstruent toutes les pores microscopiques entre les particules argileuses. Le résultat, vous obtenez une masse incroyablement dense, presque imperméable. C'est comme essayer d'alléger de la farine en y ajoutant du sucre glace. L'effet sera inverse. Notre allié secret, c'est le sable de rivière à gros grains. Ces grains devraient avoir la taille du sarrasin, ou mieux encore, être plus gros. Ces particules n'obstruent pas les pores. Elles agissent comme un mini-gravier, créant une structure robuste mais poreuse au sein du sol. Elles forment des milliers de canaux de drainage microscopiques par lesquels l'excès d'eau s'écoule facilement et l'air précieux parvient aux racines des plantes. Il est impératif d'incorporer ce type de sable en même temps que de la matière organique. Comptez environ un seau de sable par mètre carré, accompagné de la même couche de compost. De cette manière, vous améliorez simultanément la structure du sol et son apport nutritif. Retenez cette règle simple:
Le sable de rivière à gros grains est notre ami. Le sable de carrière fin est l'ennemi de notre jardin. Alors, après avoir abordé les 2 premières méthodes physiques, penchons-nous maintenant sur la voie biologique pour améliorer votre sol. La 3e approche, c'est le semis de ce qu'on appelle les engrais verts. Mais que sont donc ces végétaux incroyables? Les engrais verts sont nos petits, mais incroyablement travailleurs alliés. Nous ne les semons pas pour récolter des baies ou des légumes, mais bien pour qu'ils œuvrent au bénéfice de notre sol. Comment ça marche? D'abord, bon nombre d'engrais verts, comme la moutarde, le radis oléagineux ou le seigle, développent un système racinaire extrêmement puissant et ramifié. Ces racines, véritables foreuses, pénètrent la couche d'argile dense, y créant une multitude de galeries et de canaux. Elles ameublissent le sol en profondeur, là où aucune bêche ne pourrait jamais aller. Lorsque la plante meurt, ses racines se décomposent, laissant derrière elles un réseau idéal pour la circulation de l'air et de l'eau. Deuxièmement, il y a la biomasse verte. Lorsque les engrais verts sont suffisamment développés, mais avant qu'ils ne montent en graines ou ne fleurissent, nous les fauchons et les incorporons simplement dans la couche superficielle du sol. Le principe est le même que l'apport de matière organique, à la différence que nous cultivons cette matière organique directement sur place. Elle se décompose, enrichit la terre en humus et en nutriments, et nourrit les micro-organismes bénéfiques du sol. Quels engrais verts choisir pour l'argile? Les légumineuses sont excellentes, par exemple la vesse, le pois ou le lupin. Non seulement elles ameublissent le sol, mais elles y fixent aussi l'azote. Les crucifères, comme la moutarde et le radis, sont également très efficaces. Elles ont en plus un effet assainissant sur la terre. Quant au seigle d'hiver, c'est un véritable champion pour le développement de la masse racinaire. Semer des engrais verts, c'est comme offrir un séjour au spa à votre sol. Vous lui permettez de se reposer, de se régénérer et de retrouver des forces avant la nouvelle saison de plantation. C'est une méthode simple, économique et incroyablement efficace pour revitaliser même l'argile la plus récalcitrante. Bon, nous avons déjà incorporé de la matière organique, le sable adéquat et même semé des plantes bénéfiques. Et si je vous disais qu'il est possible de déclencher un processus chimique qui incitera l'argile à s'améliorer d'elle-même? Cela sonne comme de la magie, mais c'est de la pure science. Et c'est notre 4e méthode, l'apport de gypse. Pas de panique face à ce terme technique. En réalité, c'est très simple. Le gypse, ou sulfate de calcium de son nom scientifique, possède une propriété étonnante. Il force les particules d'argile les plus fines, celles qui ont tant tendance à s'agglomérer en une masse compacte, à se regrouper en des grumeaux plus gros ou, comme disent les agronomes, en agrégats. Ce processus est appelé la coagulation. Imaginez que vous ajoutiez une substance spéciale dans un verre d'eau trouble. Soudain, toute la turbidité se rassemble en flocons et se dépose au fond, laissant l'eau limpide. Le gypse agit de manière similaire avec le sol. Il colle les microparticules d'argile, créant ainsi cette structure grumeleuse et granuleuse que nous recherchons tant. Grâce à cette reconstruction, le sol devient plus meuble. Sa perméabilité à l'air et à l'eau est améliorée. Les racines des plantes peuvent se développer plus facilement et l'excès d'humidité ne stagne plus en surface mais s'infiltre en profondeur. Quand et comment procéder? L'apport de gypse est idéalement réalisé en automne. La dose d'application dépend de la densité de votre argile, mais en moyenne, comptez environ 200 à 500 grammes de gypse de construction ou de plâtre de Paris par mètre carré. Il doit être épandu uniformément en surface et incorporé superficiellement au sol. Point important, l'apport de gypse n'est pas une action ponctuelle. Son effet dure plusieurs années, mais pour maintenir une bonne structure, l'opération peut être répétée tous les 3 à 5 ans. C'est un excellent outil supplémentaire dans notre arsenal qui aide à accélérer la transformation d'une argile morne en un oasis fertile. Nous avons donc examiné 4 méthodes qui demandent du temps et de la patience. Mais que faire si l'on souhaite planter des rosiers capricieux ou récolter de succulentes carottes dès cette année, sans attendre que toute l'argile du terrain devienne parfaite? La réponse est là.
Et c'est notre cinquième méthode, la création de plates-bandes surélevées ou, comme on les appelle aussi, de buttes de culture. Où réside le génie de cette méthode? C'est simple. Au lieu de lutter contre l'argile, nous la contournons. Nous cessons tout simplement de creuser cette terre récalcitrante et créons un nouveau monde idéal pour nos plantes, juste au-dessus. Une plate-bande surélevée est, en substance, un cadre sans fond, posé directement sur le sol. On peut le construire en bois, en ardoise, en métal, en brique, n'importe quel matériau convient. La hauteur de ce cadre peut varier de 20 à 30 cm jusqu'à un demi-mètre, voire plus. Plus la plate-bande est haute, moins les racines des plantes entreront en contact avec l'argile sous-jacente. Et ensuite, le plus intéressant commence, le remplissage de la plate-bande. C'est un peu comme préparer un gâteau millefeuille. Tout en bas, directement sur le sol, nous déposons du carton ou des journaux. Cela empêche les mauvaises herbes vivaces de germer par le dessous. Vient ensuite une couche de drainage grossier, branches, copeaux de bois, vieilles fanes. Au-dessus, une couche de matière organique semi-décomposée, herbes tondues, feuilles, déchets de cuisine. Et enfin, les 20 à 30 derniers centimètres sont remplis d'un mélange de terreau idéal. Il peut s'agir d'un mélange de terreau acheté, de compost, de tourbe et de sable. Quels sont les avantages? Premièrement, vous obtenez une récolte dès la première année. Deuxièmement, le sol de ces plates-bandes se réchauffe beaucoup plus vite au printemps. Troisièmement, elles sont plus faciles à entretenir, pas besoin de se pencher trop bas. Et quatrièmement, pendant que vous profitez des récoltes de vos plates-bandes surélevées, la matière organique à leur base se décompose lentement et améliore progressivement cette même argile qui se trouve en dessous. C'est la solution idéale pour ceux qui recherchent à la fois un résultat rapide et un bénéfice à long terme. Nous avons déjà abordé la physique, la biologie et même la chimie de l'amélioration des sols. Pourtant, nous avons oublié les plus importants, les plus assidus et surtout les plus économiques, nos ouvriers du jardin. Et c'est là notre sixième méthode et sans doute la plus agréable, attirer les ingénieurs naturels du sol, j'ai nommé les vers de terre. Beaucoup sous-estiment ces humbles travailleurs, et c'est bien dommage. Les vers de terre sont de véritables agents d'amélioration des sols et de véritables usines à fertilité. Ce que nous accomplissons à la pelle et à la brouette, ils le font 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et bien mieux que nous. Mais que font-ils exactement? Premièrement, ils aèrent et ameublissent constamment le sol. En creusant leurs innombrables galeries, ils créent un système parfait de drainage et d'aération. Ces tunnels permettent à l'eau et à l'air de pénétrer profondément dans le sol, directement jusqu'aux racines des plantes. Deuxièmement, ils se nourrissent de débris organiques qu'ils font passer par leur système digestif. Et à la sortie, nous obtenons un produit inestimable, le lombricompost, ces fameuses déjections de verre. C'est un engrais concentré, parfaitement équilibré, qui contient tous les nutriments essentiels aux plantes sous une forme facilement assimilable. Le lombricompost améliore la structure du sol, le rendant meuble et capable de retenir l'humidité. Comment attirer ces précieux auxiliaires sur votre parcelle argileuse? C'est très simple. Il suffit de créer pour eux des conditions optimales, car les vers, comme nous, apprécient deux choses, la nourriture et un abri douillet. Leur nourriture, c'est cette fameuse matière organique dont nous parlions au début, compost, fumier bien décomposé, feuilles mortes. Quant à l'abri douillet, c'est le paillis. Recouvrez constamment la terre de vos planches de culture d'une couche d'herbes coupées, de paille ou de broyat de bois. Le paillis protège le sol du dessèchement et des températures extrêmes, maintient l'humidité et crée un environnement idéal pour la vie et la reproduction des vers. N'achetez pas de vers en jardinerie pour les relâcher sur un sol argileux nu. Ils s'en iront simplement, ou pire, périront. Créez plutôt pour eux un véritable festin et un logis confortable, et ils viendront à vous d'eux-mêmes, de toute la région alentour. Prenez soin d'eux, et ces minuscules ouvriers transformeront votre terre argileuse en la meilleure partie de votre jardin. Et maintenant, voici l'instant tant attendu, celui que nous vous avions promis. Vous croyez qu'il suffit de choisir une seule méthode et de s'y tenir? Détrompez-vous. Le vrai secret du succès, c'est la combinaison des approches et la patience. La véritable percée se produit lorsque l'on cesse de lutter contre l'argile et que l'on commence à travailler avec elle, comme avec un organisme vivant.
Vous ne combattez pas le sol, vous l'aidez à s'améliorer. À l'automne, incorporez du compost. Au printemps, sur une parcelle libre, semez des engrais verts. Aménagez 1 ou 2 buttes surélevées pour les plantes les plus exigeantes. Et surtout, paillez le sol avec de l'herbe tondue ou de la paille. Le paillage retiendra l'humidité, protégera de la surchauffe et offrira un abri et de la nourriture à nos précieux vers de terre. Ce n'est pas une bataille, mais un processus lent et gratifiant de création d'un écosystème vivant et respirant, juste là, sous vos pieds. Quel tournant, n'est-ce pas? Alors, récapitulons. L'amélioration d'un sol argileux n'est pas un sprint, mais un marathon. La matière organique, un sable adéquat, les engrais verts, l'apport de gypse, les buttes surélevées et bien sûr nos petits auxiliaires, les vers de terre, voilà vos principaux outils. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils pratiques pour votre jardin. Et vous, quelle est votre expérience avec les sols argileux? Peut-être avez-vous votre propre astuce secrète, la 7e? Partagez-la en commentaire. Bâtissons ensemble la meilleure banque de conseils.